Dans le petit village de St. Mary Mead, l'hiver s'était installé avec une rigueur inhabituelle. Les flocons tombaient depuis 3 jours sans interruption, transformant les rues familières en paysages étranges et silencieux. Miss Jane Marple observait par la fenêtre de son salon, son tricot posé sur les genoux, ses yeux vifs scrutant le rideau blanc qui enveloppait le monde extérieur. Elle avait vécu suffisamment d'hiver pour savoir que la neige, si paisible en apparence, avait le don de révéler les secrets que les gens préféraient garder cachés. Ce matin-là, quelque chose dans l'air glacé lui murmurait qu'un mystère était sur le point de frapper leur tranquille communauté. Le téléphone sonna juste avant midi, brisant le silence ouaté de la maison. C'était le colonel Bantry, la voix tremblante d'émotion, qui l'appelait d'urgence. Une découverte troublante venait d'être faite à Thornfield Manor, l'ancienne demeure victorienne qui dominait le village depuis la colline. La propriété, inhabitée depuis des années, était soudainement devenue le théâtre d'un drame mystérieux. Miss Marple enfila son manteau le plus chaud, noua son écharpe avec soin, et prépara son esprit méthodique à démêler les fils d'une nouvelle énigme. L'aventure, comme toujours, l'attendait au tournant des chemins enneigés. Le colonel Bantry attendait devant les grilles de Thornfield Manor, sa silhouette massive se découpant contre le ciel gris. Ses moustaches blanches étaient couvertes de givre, et son visage habituellement jovial portait les marques d'une profonde inquiétude. Miss Marple s'approcha avec prudence, ses bottes craquant sur la neige fraîche qui recouvrait l'allée principale. Le colonel la salua d'un hochement de tête grave, avant de l'escorter vers la bâtisse imposante dont les fenêtres sombres ressemblaient à des yeux vides. L'atmosphère était pesante, chargée d'une tension presque palpable, qui faisait frissonner même les plus courageux. Miss Marple sentit son instinct se réveiller, ce 6e sens qui l'avait si souvent guidé vers la vérité. À l'intérieur du manoir, l'inspecteur Craddock était déjà sur place, supervisant l'examen de la scène. Dans le grand salon, parmi les meubles recouverts de draps blancs et la poussière accumulée, gisait le corps d'un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'un costume élégant mais froissé. Aucune trace de lutte visible, aucune blessure apparente, pourtant la mort était bien réelle. Ce qui troublait particulièrement l'inspecteur, c'était l'absence totale d'empreintes dans la neige à l'extérieur, à l'exception de celle du facteur qui avait découvert le corps ce matin. Comment cet homme était-il entré dans une maison fermée depuis des années sans laisser la moindre trace? Miss Marple s'agenouilla près du défunt, observant chaque détail avec une attention minutieuse. L'homme portait une alliance en or à la main gauche et une montre de luxe à son poignet. Ses chaussures, remarqua Miss Marple, étaient parfaitement propres, sans la moindre trace de neige ou de boue. Dans la poche intérieure de sa veste, l'inspecteur avait trouvé une lettre non ouverte adressée à Monsieur Jonathan Whitmore, Thornfield Manor. La date du cachet postal indiquait qu'elle avait été envoyée 3 jours auparavant, juste avant que la tempête de neige ne commence. Miss Marple demanda à examiner l'enveloppe de plus près, ses doigts fins effleurant le papier épais avec délicatesse. L'écriture était élégante, presque féminine, tracée à l'encre bleue, avec une plume de qualité. Le colonel Bantry expliqua que Jonathan Whitmore était un antiquaire londonien, réputé qui, selon les rumeurs, avait manifesté de l'intérêt pour l'achat de Thornfield Manor. La propriété appartenait à la famille Ashford depuis 3 générations, mais après la mort du dernier héritier l'année précédente, elle était restée vacante et à l'abandon. Les héritiers actuels, dispersés à travers l'Angleterre, n'avaient montré aucun intérêt pour ce patrimoine encombrant. Miss Marple fronça les sourcils, réfléchissant à haute voix sur les circonstances étranges de cette affaire. Pourquoi un homme se rendrait-il dans une maison abandonnée en pleine tempête de neige? Et surtout, comment était-il mort sans laisser aucune marque de violence? L'inspecteur Craddock ordonna une fouille complète du manoir, espérant trouver un indice qui éclairerait le mystère. Pendant ce temps, Miss Marple se promenait lentement dans les pièces poussiéreuses, son regard perçant notant chaque anomalie, chaque détail qui ne cadrait pas avec le tableau d'ensemble. Dans la bibliothèque, elle remarqua qu'un des rayonnages semblait avoir été récemment déplacé, la poussière au sol montrant des marques de glissement. Derrière les livres, un coffre-fort ancien était encastré dans le mur, sa porte entr'ouverte révélant un intérieur vide. Miss Marple se redressa lentement, ses pensées tourbillonnant comme les flocons de neige à l'extérieur. Au moment de quitter le manoir, Miss Marple remarqua quelque chose que tout le monde avait négligé, une fine trace de parfum flottant encore dans l'air glacé du salon. Ce n'était pas un parfum d'homme, mais une fragrance délicate de jasmin et de rose, évoquant la présence récente d'une femme dans cette pièce. Elle garda cette observation pour elle,
préférant laisser mûrir ses déductions avant de les partager. Alors qu'elle descendait les marches du perron aux côtés du colonel, elle murmura d'une voix douce mais déterminée que cette affaire était loin d'être aussi simple qu'elle n'y paraissait. Le colonel, qui connaissait bien son ami, hocha la tête avec résignation, sachant que Miss Marple ne lâcherait pas prise avant d'avoir dévoilé toute la vérité. Le lendemain matin, 3 personnes arrivèrent à St. Mary Mead en réponse à l'appel de l'inspecteur Craddock concernant Thornfield Manor. Le premier était Richard Ashford, un homme d'affaires d'une 50aine d'années au visage austère et aux manières brusques, qui venait directement de Manchester. Sa sœur Eleanor Ashford Bennett l'accompagnait, vêtue de noir comme si elle portait déjà le deuil de quelque chose de précieux. Le troisième héritier était leur cousin éloigné, Timothy Ashford, un artiste bohème aux cheveux longs et aux vêtements excentriques qui contrastait violemment avec la sobriété de ses parents. Miss Marple les observa tous trois depuis la fenêtre du salon de thé où elle prenait son petit déjeuner, notant mentalement leurs expressions et leurs interactions. L'atmosphère entre eux semblait tendue, chargée de non-dits et de rancœurs anciennes. L'inspecteur Craddock les convoqua au poste de police pour une réunion d'information concernant la mort de Jonathan Whitmore. Richard Ashford sembla particulièrement contrarié par cette convocation, insistant sur le fait qu'il avait des affaires urgentes à régler à Manchester et que ce voyage était une perte de temps considérable. Eleanor, en revanche, écoutait avec attention chaque détail fourni par l'inspecteur, ses mains gantées crispées sur son sac à main en cuir. Timothy restait en retrait, gribouillant distraitement dans un carnet de croquis, son attitude détachée frisant l'impertinence. Miss Marple, invitée à assister à la réunion en tant que conseillère officieuse, observait ce trio avec l'acuité d'une portraitiste experte. Chacun d'eux cachait quelque chose, elle en était certaine. Lorsque l'inspecteur leur demanda s'ils connaissaient Jonathan Whitmore, les réactions furent révélatrices. Richard admit immédiatement avoir été en contact avec l'antiquaire concernant la vente potentielle de Thornfield Manor, mais insista sur le fait qu'aucun accord n'avait été conclu. Eleanor rougit légèrement, avant de déclarer ne l'avoir jamais rencontré personnellement, bien qu'elle eût entendu parler de son intérêt pour la propriété. Timothy leva les yeux de son carnet avec un sourire énigmatique et affirma avoir croisé Whitmore une fois à Londres, lors d'une exposition d'art, mais que leur conversation était restée superficielle. Miss Marple nota que Timothy portait à son doigt une chevalière ancienne ornée des armoiries Ashford, un bijou qui aurait dû se trouver dans le coffre-fort de Thornfield Manor. Cette observation silencieuse ferait partie de son arsenal de questions à poser plus tard. L'inspecteur Craddock révéla ensuite le contenu de la lettre trouvée dans la poche de Whitmore. Elle avait été écrite par une certaine A et contenait un message cryptique. « Rendez-vous comme convenu à Thornfield minuit. Venez seul. Les documents que vous cherchez sont là où le temps s'est arrêté. » La signature était simplement une initiale, rendant impossible l'identification immédiate de l'expéditeur. Richard, Eleanor et Timothy présentaient tous un prénom commençant par une autre lettre, ce qui compliquait encore l'enquête. Miss Marple demanda doucement si l'un d'entre eux connaissait quelqu'un dont le prénom ou le nom commençait par A, une question qui fut accueillie par un silence embarrassé. Eleanor finit par mentionner que leur défunte tante, Alice Ashford, correspondait à cette description, mais elle était décédée l'année précédente. Après la réunion, Miss Marple invita Eleanor à prendre le thé au village, une invitation que la femme accepta avec une gratitude visible. Loin de la présence intimidante de son frère et de son cousin, Eleanor se révéla moins réservée, confiant à Miss Marple que la situation financière de la famille Ashford était désastreuse. Richard avait fait de mauvais investissements et était lourdement endetté. Timothy menait une vie dissolue à Londres, aux frais de la famille, et elle-même luttait pour maintenir les apparences après un divorce coûteux. Thornfield Manor représentait leur dernière chance de sauver l'honneur familial, mais personne ne voulait l'admettre ouvertement. Miss Marple écouta avec compassion, ses yeux bleus perçants ne trahissant rien de ses pensées intérieures. En raccompagnant Eleanor à son hôtel, Miss Marple aperçut Timothy Ashford dans une ruelle adjacente, en grande conversation avec une jeune femme blonde élégamment vêtue. L'intensité de leur échange suggérait une relation bien plus intime qu'une simple connaissance fortuite. Lorsque Timothy remarqua la présence de Miss Marple, il se sépara précipitamment de la femme mystérieuse qui disparut rapidement au coin de la rue. Miss Marple fit semblant de ne rien avoir vu, mais son esprit travaillait déjà à plein régime, tissant des connexions entre tous ces fils apparemment disparates. La neige continuait de tomber, recouvrant St. Mary Mead d'un manteau blanc qui semblait vouloir ensevelir tous les secrets sous son épaisseur trompeuse.
Miss Marple passa la soirée à consulter les archives municipales concernant la famille Ashford, avec l'aide de Madame Bantry, qui connaissait toutes les histoires du village. Les dossiers révélèrent une famille autrefois prospère mais marquée par des tragédies successives, faillites, scandales, morts prématurées et disputes interminables sur l'héritage. Le dernier propriétaire légitime, feu Harold Ashford, était décédé dans des circonstances mystérieuses un an auparavant, officiellement d'une crise cardiaque alors qu'il se trouvait seul à Thornfield Manor. Son testament, enregistré auprès d'un notaire londonien, avait divisé la propriété en parts égales entre Richard, Eleanor et Timothy. Cependant, une note marginale mentionnait l'existence possible d'un codicille modifiant ses dispositions, document qui n'avait jamais été retrouvé. Miss Marple se demanda si ce mystérieux codicille n'était pas précisément ce que Jonathan Whitmore cherchait la nuit de sa mort. Le lendemain, l'inspecteur Craddock reçut un appel du notaire londonien, Mi Pemberton, qui confirma que Harold Ashford lui avait effectivement parlé d'un codicille quelques semaines avant sa mort. Le vieil homme semblait terrifié à l'idée que certains membres de sa famille découvrent le contenu de ce document modificatif. Il avait confié à Pemberton qu'il cachait le codicille à Thornfield Manor même, dans un endroit où seule une personne perspicace pourrait le trouver. Malheureusement, Harold était mort avant de pouvoir en révéler davantage, et toutes les recherches ultérieures étaient restées vaines. L'inspecteur partagea cette information avec Miss Marple lors d'une visite à son cottage, espérant bénéficier de son intuition légendaire. La vieille dame sourit doucement, ses yeux pétillants de l'excitation d'un nouveau défi intellectuel. Miss Marple proposa de retourner à Thornfield Manor pour effectuer une recherche plus approfondie. Cette fois, elle emmena avec elle son amie Miss Murgatroyd, une ancienne bibliothécaire dotée d'une connaissance encyclopédique des maisons victoriennes et de leurs cachettes secrètes. Les deux femmes âgées explorèrent méthodiquement chaque pièce, tapant sur les boiseries, soulevant les tapis, examinant les cheminées et scrutant les plafonds. Dans l'ancienne chambre de Harold Ashford, Miss Murgatroyd découvrit une anomalie dans le lambris mural, un panneau légèrement plus épais que les autres, orné d'un motif de rose sculpté. Avec précaution, elles actionnèrent un mécanisme dissimulé, révélant une cavité contenant une petite boîte en acajou. À l'intérieur, un document jauni par le temps reposé, soigneusement plié. Le codicille était daté de 6 semaines avant la mort de Harold Ashford et portait son sceau personnel. Son contenu était explosif. Harold y révélait qu'il avait découvert que Timothy n'était pas un véritable Ashford, mais le fils illégitime de la sœur de Harold, qu'il avait fait adopter secrètement par la branche cadette de la famille. En conséquence, Timothy était exclu de l'héritage, et Thornfield Manor devait revenir entièrement à Richard et Eleanor, à condition qu'ils s'engagent à préserver la propriété familiale, plutôt que de la vendre. Le document stipulait également qu'en cas de vente du manoir, l'intégralité des bénéfices devrait être versée à une œuvre de charité locale. Miss Marple comprit immédiatement pourquoi ce testament pouvait motiver un meurtre. Les enjeux financiers étaient considérables pour chacun des héritiers. La question demeurait: qui savait que Jonathan Whitmore était sur le point de découvrir ce document? L'inspecteur Craddock convoqua de nouveau les 3 héritiers, cette fois pour leur révéler la découverte du codicille. La réaction de Timothy fut explosive. Il se leva brusquement, renversant sa chaise, et quitta la pièce en claquant la porte sans un mot. Richard resta impassible, ses mâchoires serrées trahissant seule sa tension intérieure. Eleanor, quant à elle, éclata en sanglots, murmurant que toute cette histoire était une malédiction familiale qui les détruisait les uns après les autres. Miss Marple observait ses réactions avec une attention soutenue, consciente que l'un de ces 3 personnages était probablement responsable de la mort de Whitmore. Mais lequel? Et surtout, comment avait-il réussi à commettre un meurtre dans une maison entourée de neige sans laisser la moindre trace? Tard dans la soirée, Miss Marple reçut une visite inattendue. Timothy Ashford se présenta à son cottage, l'air défait et le regard hanté. Il demanda à lui parler en privé, loin des oreilles indiscrètes de la police. Assis dans le salon cosy de Miss Marple, devant une tasse de thé fumant, le jeune homme avoua qu'il était au courant depuis des mois de son statut d'enfant illégitime. Il avait découvert la vérité en fouillant dans les papiers personnels de sa mère adoptive après sa mort. Désespéré à l'idée de perdre le seul lien qui le rattachait encore à la famille Ashford, il avait contacté Jonathan Whitmore pour l'engager dans une mission secrète, trouver et détruire le codicille avant que quiconque n'en découvre l'existence. Miss Marple écoutait sans l'interrompre,
son visage serein ne trahissant aucun jugement, mais son esprit évaluant chaque parole, pour en extraire la vérité cachée. Le témoignage de Timothy ouvrit une nouvelle perspective sur l'affaire. Le jeune homme expliqua que Whitmore devait effectuer la recherche discrètement, puis lui remettre le document contre une somme importante qu'il avait réussi à emprunter. Cependant, le soir du rendez-vous à Thornfield Manor, Timothy n'était jamais venu, retenu à Londres par une urgence familiale concernant sa belle-mère malade. Il n'avait appris la mort de l'antiquaire que le lendemain, par les journaux. Miss Marple lui demanda s'il connaissait l'identité de la mystérieuse A qui avait écrit la lettre à Whitmore. Timothy hésita longuement avant d'avouer qu'il pensait qu'il s'agissait d'Amelia Thornton, une ancienne gouvernante de Thornfield Manor, qui avait servi la famille pendant plus de 40 ans. Cette femme, maintenant âgée de 70 ans, vivait recluse dans un cottage à la lisière du village. Miss Marple décida de rendre visite à Amelia Thornton dès le lendemain matin. Le cottage se trouvait effectivement en bordure de St. Mary Mead, presque caché par des arbres centenaires couverts de neige. Une fumée s'échappait de la cheminée, signe que les lieux étaient habités. Miss Marple frappa à la porte avec sa canne, attendant patiemment dans le froid mordant. Une femme âgée, le dos voûté mais le regard encore vif, ouvrit la porte avec méfiance. En voyant Miss Marple, son expression se transforma en une curiosité prudente. Elle invita la visiteuse à entrer, offrant du thé et des biscuits avec une hospitalité à l'ancienne. Le cottage était modeste mais impeccablement tenu, décoré de photographies jaunies montrant Thornfield Manor dans toute sa gloire d'antan. Amelia Thornton écouta les questions de Miss Marple avec une dignité impressionnante, son visage ridé, ne trahissant aucune émotion. Elle admit avoir connu intimement toute la famille Ashford, ayant élevé plusieurs générations d'enfants dans le grand manoir. Elle confirma également avoir écrit la lettre à Jonathan Whitmore, avouant qu'elle l'avait contacté parce qu'elle estimait qu'il était temps que la vérité sur la famille soit révélée. Harold Ashford lui avait confié, peu avant sa mort, l'existence du codicille et son emplacement approximatif dans la maison. Tourmentée par sa conscience, elle avait décidé de guider Whitmore vers ce document, espérant qu'il permettrait de rendre justice au vieil homme. Miss Marple nota que le prénom Amelia commençait effectivement par A, résolvant ce mystère particulier. Cependant, Amelia nia catégoriquement avoir été présente à Thornfield Manor la nuit de la mort de Whitmore. Elle affirma avoir attendu des nouvelles de l'antiquaire après leur rendez-vous prévu, mais n'avoir jamais reçu de communication de sa part. Quand Miss Marple mentionna le parfum de jasmin et de rose détecté dans le manoir, Amelia pâlit visiblement et porta la main à sa gorge. Ce parfum, expliqua-t-elle d'une voix tremblante, était la signature olfactive de Lady Catherine Ashford, la grand-mère de Richard, Eleanor et Timothy, décédés 30 ans auparavant. La dame portait toujours ce parfum particulier, fabriqué spécialement pour elle par un parfumeur parisien. Cette révélation donna des frissons à Miss Marple, non pas par superstition, mais parce qu'elle suggérait qu'une autre femme, peut-être plus jeune, avait accès à ce parfum rare. Miss Marple creusa cette piste avec délicatesse, demandant si quelqu'un d'autre dans la famille aurait pu posséder ce parfum. Amelia réfléchit longuement avant de se souvenir que Lady Catherine en avait offert un flacon à sa petite-fille Eleanor lors de ses 18 ans, quelques mois avant sa propre mort. Eleanor avait toujours vénéré sa grand-mère et conservait précieusement ce souvenir. Cette information plaçait Eleanor sous un nouveau jour suspect. Si le parfum était le sien, cela signifiait qu'elle se trouvait à Thornfield Manor le soir du meurtre, contredisant ses déclarations à la police. Miss Marple remercia chaleureusement Amelia pour sa franchise et promit de revenir la voir bientôt. En quittant le cottage, elle sentit que les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler, révélant un portrait troublant de secrets familiaux et de désespoir. Sur le chemin du retour, Miss Marple aperçut une silhouette féminine, marchant rapidement vers Thornfield Manor, emmitouflée dans un manteau blanc qui se confondait presque avec le paysage enneigé. Intriguée, elle décida de suivre discrètement cette personne, maintenant une distance prudente pour ne pas être remarquée. La femme se dirigea directement vers le manoir abandonné, ouvrant la porte principale avec une clé qu'elle semblait posséder. Miss Marple attendit quelques minutes avant d'entrer à son tour, trouvant la porte maintenant légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, elle entendit des bruits de pas à l'étage supérieur, accompagnés de ce qui ressemblait à des sanglots étouffés. Armée de courage et de curiosité, Miss Marple monta l'escalier en silence. Dans l'ancienne chambre de Lady Catherine, elle découvrit Eleanor Ashford Bennet, agenouillée devant une armoire ouverte, serrant contre elle une robe de soirée fanée.
Les larmes coulaient librement sur ses joues tandis qu'elle murmurait des excuses à voix basse, comme si elle s'adressait à un fantôme invisible. Miss Marple toussa doucement pour signaler sa présence, et Eleanor sursauta violemment, se retournant avec un cri étouffé. Son visage était ravagé par le chagrin et la culpabilité, et Miss Marple sut immédiatement qu'elle se trouvait face à une femme portant un lourd fardeau de secrets. Le moment était venu d'obtenir des réponses, et Miss Marple s'avança avec compassion mais détermination, prête à écouter la confession qu'elle sentait imminente. Eleanor s'effondra sur le lit poussiéreux de sa grand-mère, tremblant de tous ses membres. Miss Marple s'assit calmement à ses côtés, offrant son mouchoir brodé sans prononcer un mot de jugement. Parfois, le silence était la meilleure technique d'interrogatoire, permettant à la vérité d'émerger naturellement du cœur tourmenté d'une âme en peine. Après plusieurs minutes de sanglots, Eleanor commença à parler d'une voix brisée, racontant une histoire de désespoir financier et de décisions imprudentes. Son divorce l'avait laissée endettée et socialement humiliée, et la perspective de perdre Thornfield Manor, le dernier vestige de la grandeur familiale, était devenue une obsession. Elle avoua avoir été effectivement présente au manoir le soir de la mort de Whitmore, mais jura qu'elle ne l'avait pas tué. Eleanor expliqua qu'elle avait appris, par l'intermédiaire d'un domestique indiscret de Timothy, que son cousin avait engagé Whitmore pour rechercher le codicille. Paniquée à l'idée que le document puisse être détruit avant qu'elle ne puisse s'assurer qu'il les favorisait, elle et Richard, elle avait décidé d'intercepter l'antiquaire. Elle s'était rendue à Thornfield Manor en début de soirée, bien avant l'heure du rendez-vous prévu entre Whitmore et Timothy, espérant trouver le document elle-même. Elle portait le parfum de sa grand-mère, un rituel réconfortant qu'elle pratiquait dans les moments de grande anxiété. Miss Marple écoutait attentivement, notant mentalement chaque détail qui pourrait révéler une incohérence ou une vérité cachée dans ce récit émotionnel. Selon Eleanor, elle avait effectué des recherches infructueuses pendant plusieurs heures dans le manoir glacé, avant d'entendre quelqu'un entrer par la porte principale vers 23 heures. Terrifiée d'être découverte, elle s'était cachée dans un placard du hall d'entrée. De sa cachette, elle avait vu Jonathan Whitmore entrer seul, portant une lampe torche et se dirigeant directement vers la bibliothèque. Elle l'avait observé travailler méthodiquement, examinant les murs et les rayonnages avec une expertise professionnelle. Environ 1 heure plus tard, une autre personne était entrée dans le manoir, mais Eleanor n'avait pas pu voir qui c'était, car l'arrivant était resté dans l'ombre. Elle avait entendu une conversation étouffée entre Whitmore et cette personne mystérieuse, puis un cri bref suivi d'un bruit sourd. Paralysée par la peur, Eleanor était restée cachée pendant ce qui lui avait semblé une éternité. Lorsqu'elle avait finalement osé sortir de son placard, elle avait découvert Whitmore, gisant dans le salon, apparemment sans vie. Prise de panique, elle n'avait pas eu le réflexe de vérifier s'il était vraiment mort ou de chercher à comprendre ce qui s'était passé. Sa seule pensée avait été de fuir, avant d'être accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle avait quitté le manoir par une porte latérale, donnant sur les jardins arrière, marchant sur des dalles de pierre partiellement abritées, qui avaient empêché ses empreintes de marquer la neige fraîche. C'était cette même route qu'elle utilisait enfant pour se rendre secrètement dans le pavillon de jardin sans être vue. Miss Marple hocha lentement la tête, comprenant enfin comment quelqu'un avait pu entrer et sortir du manoir, sans laisser de traces visibles depuis la rue principale. Miss Marple posa alors la question cruciale. Avait-elle reconnu la voix de la deuxième personne? Eleanor hésita longuement, ses mains tordant nerveusement le mouchoir humide de larmes. Finalement, elle admit que la voix lui avait semblé vaguement familière, masculine et cultivée, mais déformée par un chuchotement intense qui rendait l'identification certaine impossible. Elle avait cru un instant reconnaître son frère Richard, mais ne pouvait en être absolument sûre dans l'obscurité et le stress du moment. Cette incertitude l'avait tourmentée depuis, créant un gouffre de suspicion et de culpabilité qui la dévorait de l'intérieur. Miss Marple comprenait maintenant pourquoi Eleanor semblait si fragile. Elle portait non seulement le poids d'avoir dissimulé des informations cruciales, mais aussi le fardeau de soupçonner son propre frère de meurtre. Miss Marple convainquit Eleanor de l'accompagner immédiatement chez l'inspecteur Craddock pour faire une déposition complète. Si Eleanor disait la vérité, et Miss Marple était encline à le croire après des décennies d'expérience à juger les caractères, alors elle n'était pas la meurtrière mais un témoin essentiel. Sa confession permettrait à l'enquête de progresser significativement, même si cela la mettait dans une position légale délicate pour avoir quitté la scène d'un crime et dissimulé des informations. En marchant côte à côte dans la neige qui continuait de tomber doucement, Miss Marple réfléchissait intensément à cette nouvelle version des événements.
Si Eleanor était entrée en début de soirée et que Whitmore était arrivé vers 23 heures, puis qu'une troisième personne avait surgi environ 1 heure plus tard, cela signifiait que le meurtre s'était produit autour de minuit, précisément l'heure mentionnée dans la lettre anonyme. L'inspecteur Craddock écouta la déposition d'Eleanor avec un mélange de soulagement et de frustration. Soulagement parce que ce témoignage éclairait enfin certains aspects obscurs de l'affaire. Frustration parce qu'il ouvrait simultanément de nouvelles questions troublantes. Il convoqua immédiatement Richard Ashford pour un interrogatoire approfondi, cette fois dans un cadre beaucoup plus formel. Miss Marple demanda la permission d'assister à l'entretien, une requête que l'inspecteur accepta volontiers, ayant appris à respecter l'intuition remarquable de la vieille dame. Richard arriva 1 heure plus tard, son attitude arrogante habituelle remplacée par une nervosité visible, qu'il tentait maladroitement de dissimuler sous un masque d'indignation. Ses yeux fuyaient ceux de sa sœur, confirmant les soupçons d'Eleanor quant à sa présence possible à Thornfield Manor cette nuit fatale. L'inspecteur Craddock attaqua directement, demandant à Richard où il se trouvait la nuit de la mort de Whitmore. Richard affirma d'abord être resté à son hôtel toute la soirée, travaillant sur des documents professionnels urgents. Cependant, lorsque Craddock révéla que le personnel de l'hôtel ne se souvenait pas l'avoir vu après 19 heures ce soir-là, Richard changea brusquement d'histoire. Il admit avoir quitté l'hôtel pour une promenade solitaire, ayant besoin d'air frais pour réfléchir à l'avenir de la famille. Miss Marple nota le changement de couleur de son teint et la légère transpiration qui perlait sur son front, malgré la fraîcheur de la pièce. Ces signes physiques trahissaient un stress intense, caractéristique d'une personne confrontée à des mensonges difficiles à maintenir. Pressé de questions plus précises sur l'itinéraire de sa promenade, Richard finit par craquer partiellement. Il avoua s'être effectivement rendu près de Thornfield Manor cette nuit-là, attiré par une curiosité morbide concernant la propriété qui représentait à la fois son héritage et son potentiel salut financier. Il jura cependant n'être jamais entré dans le manoir, se contentant d'observer la bâtisse depuis la route pendant quelques minutes avant de rentrer à l'hôtel. Cette version contradisait directement le témoignage d'Eleanor, qui avait entendu une voix masculine à l'intérieur du manoir. L'inspecteur Craddock le confronta à cette incohérence, et le visage de Richard se ferma complètement, refusant de répondre davantage sans la présence de son avocat. Miss Marple observait ce comportement avec attention, se demandant si Richard protégeait quelqu'un d'autre ou simplement lui-même. Pendant que Richard contactait son avocat londonien, Miss Marple demanda discrètement à l'inspecteur la permission de consulter les effets personnels de Jonathan Whitmore, qui avait été saisi comme preuve. Dans le sac de l'antiquaire, elle découvrit un carnet de notes professionnelles rempli d'observations sur diverses propriétés et objets d'art. Les dernières pages contenaient des notes détaillées sur Thornfield Manor, incluant des croquis architecturaux et des annotations sur les cachettes potentielles dans une maison victorienne typique. Ce qui attira particulièrement l'attention de Miss Marple fut une série de rendez-vous notés pour la semaine précédant sa mort, un déjeuner avec Théa le lundi, une réunion avec Hera le mercredi et un appel téléphonique avec Athée le jeudi. Ces initiales correspondaient manifestement à Timothy Ashford, Richard Ashford et Amelia Thornton, suggérant que Whitmore avait été en contact avec plusieurs protagonistes de cette affaire. Miss Marple partagea sa découverte avec l'inspecteur, qui convoqua immédiatement Richard pour lui montrer ses notes. Confronté à cette preuve matérielle, Richard n'eut d'autre choix que d'admettre avoir effectivement rencontré Whitmore à Londres le mercredi précédant le drame. Lors de cette rencontre, l'antiquaire avait proposé d'acheter Thornfield Manor pour une somme considérablement supérieure à sa valeur marchande, à condition que la vente se fasse rapidement et discrètement. Richard, désespéré par ses dettes croissantes, avait été tenté par l'offre mais avait demandé quelques jours de réflexion. Whitmore lui avait alors révélé qu'il savait l'existence d'un codicille pouvant affecter la transaction et qu'il comptait le localiser avant de finaliser l'achat. Cette révélation avait terrifié Richard, qui craignait que le document ne révèle des informations compromettantes sur la famille ou ne change radicalement la répartition de l'héritage. Poussé dans ses derniers retranchements, Richard finit par avouer qu'il s'était effectivement rendu à Thornfield Manor cette nuit-là, espérant convaincre Whitmore de renoncer à chercher le codicille et de conclure la vente immédiatement. Il était arrivé vers minuit, trouvant la porte principale déjà déverrouillée, ce qui l'avait surpris. En entrant dans le salon, il avait découvert Whitmore gisant au sol, apparemment inconscient ou mort. Pris de panique et craignant d'être accusé du meurtre, il avait fui sans toucher au corps ni appeler de secours. Il avait marché jusqu'à la gare du village voisin par des chemins de traverse, prenant le premier train pour Manchester au petit matin.
Miss Marple fronça les sourcils à ce récit. Si Richard disait vrai, cela signifiait qu'une quatrième personne avait été présente à Thornfield Manor cette nuit-là, quelqu'un qui était arrivé après Eleanor et Whitmore, mais avant Richard. Cette mystérieuse personne était très probablement le meurtrier. Le médecin légiste contacta l'inspecteur Craddock avec des résultats d'autopsie surprenants qui bouleversèrent complètement la direction de l'enquête. Jonathan Whitmore n'était pas mort d'un traumatisme ou d'une violence physique, mais d'un empoisonnement par digitaline, un poison extrait de la digitale pourpre. Cette substance, expliqua le médecin, provoquait une défaillance cardiaque progressive qui pouvait sembler naturelle si l'on n'effectuait pas d'analyses toxicologiques approfondies. La dose administrée à Whitmore avait été massive, suggérant une intention claire de tuer plutôt qu'un accident. L'empoisonnement avait probablement eu lieu entre 1 et 3 heures avant la mort, ce qui situait l'administration du poison quelque part entre 20 et 22 heures. Miss Marple réfléchit intensément à cette nouvelle information. Si Whitmore avait été empoisonné avant même d'arriver à Thornfield Manor, cela changeait radicalement la nature du crime et l'identité du coupable. L'inspecteur Craddock entreprit immédiatement de retracer les mouvements de Whitmore le soir de sa mort. Les investigations révélèrent que l'antiquaire avait dîné au pub local, The King's Arms, vers 19h30. Le propriétaire du pub se souvenait bien de lui car Whitmore avait commandé un plat inhabituel et s'était montré particulièrement bavard, discutant d'architecture victorienne avec enthousiasme. Il était seul à table mais avait été rejoint brièvement par une personne que le propriétaire ne pouvait identifier avec certitude dans la pénombre de l'établissement. Cette personne avait partagé une tasse de café avec Whitmore avant de partir séparément environ 30 minutes plus tard. Miss Marple demanda si le mystérieux visiteur était un homme ou une femme, mais le propriétaire ne put donner qu'une description vague. Taille moyenne, vêtements sombres, visage dissimulé par une écharpe en raison du froid. Miss Marple suggéra de vérifier si Whitmore avait consommé autre chose que son repas et son café au pub. Une recherche dans ses poches révéla un reçu pour l'achat d'une bouteille de whisky dans un magasin local en fin d'après-midi. Cette bouteille n'avait pas été retrouvée parmi ses effets à Thornfield Manor, ce qui soulevait la question. L'avait-il bu ailleurs avant de se rendre au manoir? L'inspecteur envoya ses hommes fouiller méticuleusement les environs du manoir, et ils découvrirent finalement la bouteille, presque vide, dans un fossé à mi-chemin entre le village et Thornfield. Des analyses toxicologiques urgentes confirmèrent la présence de digitaline dans les résidus de whisky. Le meurtrier avait donc empoisonné la bouteille, sachant que Whitmore la boirait avant ou pendant son rendez-vous nocturne au manoir. Restait à déterminer qui avait eu accès à cette bouteille entre le moment de l'achat et celui de la consommation. Miss Marple demanda à voir la liste complète des personnes ayant séjourné au King's Arms le soir en question. Parmi les noms, elle remarqua avec intérêt celui de la jeune femme blonde que Timothy Ashford avait rencontrée dans la ruelle. Diana Winters, enregistrée comme représentante commerciale, venant de Londres. Cette coïncidence était trop frappante pour être ignorée. L'inspecteur Craddock fit immédiatement rechercher cette Diana Winters, découvrant qu'elle avait quitté l'hôtel très tôt le lendemain matin, sans laisser d'adresse de contact. Les investigations révélèrent que Diana Winters n'était autre que l'ex-épouse de Jonathan Whitmore, dont il était séparé depuis 2 ans, dans des circonstances conflictuelles. Le mobile prenait soudainement une dimension personnelle et passionnelle qui s'ajoutait aux enjeux financiers déjà complexes de l'affaire. Timothy Ashford fut convoqué d'urgence pour expliquer sa relation avec Diana Winters. Le jeune homme, visiblement dépassé par la tournure des événements, admit avoir eu une liaison avec Diana depuis plusieurs mois. Il l'avait rencontrée lors d'une exposition d'art à Londres, où elle travaillait comme commissaire-priseur. Leur relation était devenue intime rapidement, et Diana lui avait confié être en instance de divorce avec un antiquaire qui lui rendait la vie impossible. Timothy jura ne pas avoir su qu'il s'agissait de Jonathan Whitmore, jusqu'à ce que l'affaire éclate. Diana lui avait expliqué qu'elle venait à St. Mary Mead pour régler définitivement certaines questions financières avec son ex-mari, et Timothy l'avait naïvement cru. Miss Marple écoutait ce récit avec une expression indéchiffrable, son esprit analysant rapidement les implications de ces révélations. L'inspecteur Craddock lança un mandat d'arrêt national contre Diana Winters, soupçonnée de meurtre. Cependant, Miss Marple exprima des réserves quant à cette conclusion trop hâtive. Si Diana avait effectivement empoisonné le whisky, comment avait-elle su que Whitmore en achèterait une bouteille ce jour précis? Comment avait-elle pu accéder à la bouteille après l'achat pour y introduire le poison? Et surtout,
Pourquoi Whitmore aurait-il bu du whisky empoisonné offert par son ex-épouse, alors qu'il devait certainement se méfier d'elle? Trop de questions demeuraient sans réponse, et Miss Marple sentait qu'un élément crucial manquait encore au puzzle. Elle demanda à examiner une fois de plus tous les témoignages et les preuves, convaincue qu'un détail leur avait échappé, un détail qui révélerait la véritable nature de ce crime soigneusement orchestré. Miss Marple décida de retourner à Thornfield Manor pour une exploration plus approfondie des lieux, persuadée que la propriété elle-même détenait des secrets qu'ils n'avaient pas encore découverts. Cette fois, elle demanda à être accompagnée par le jardinier du village, vieux Simmons, qui avait entretenu les jardins de Thornfield pendant plus de 40 ans avant que la propriété ne soit abandonnée. Le vieil homme accepta avec empressement, heureux de revoir son domaine bien-aimé malgré les circonstances tragiques. Ensemble, ils marchèrent dans les jardins enneigés, Simmons racontant avec nostalgie l'époque glorieuse où les parterres étaient impeccablement entretenus et où des fêtes somptueuses illuminaient les nuits d'été. Miss Marple écoutait poliment, tout en observant attentivement chaque détail du paysage hivernal. Simmons mentionna l'existence d'un pavillon de jardin situé à l'extrémité est de la propriété, accessible par un chemin de pierre plate qui serpentait à travers ce qui avait autrefois été un magnifique jardin anglais. Ce pavillon, expliqua-t-il, était le lieu de prédilection de Lady Catherine pour ses après-midi de lecture et de correspondance. Miss Marple se souvint qu'Eleanor avait mentionné utiliser ce chemin de pierre pour sortir du manoir sans laisser d'empreinte dans la neige. Elle demanda à Simmons de la conduire vers ce pavillon, son instinct lui murmurant qu'ils étaient sur le point de faire une découverte importante. Le chemin était effectivement partiellement protégé par des branches d'arbres entrecroisées qui limitaient l'accumulation de neige, rendant possible un passage discret. Le pavillon était une élégante construction octogonale en pierre et bois, ses fenêtres ornées de vitraux colorés maintenant ternis par des années de négligence. À l'intérieur, des meubles recouverts de draps poussiéreux créaient des formes fantomatiques dans la lumière tamisée. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Miss Marple fut une table basse près de la fenêtre, anormalement propre comparée au reste de la pièce. Sur cette table reposaient 2 tasses à thé, une bouteille de whisky aux 3/4 vide et un paquet de cigarettes françaises. Ces objets n'avaient manifestement pas 30 ans d'ancienneté. Ils dataient de quelques jours tout au plus. Miss Marple se pencha pour examiner les tasses, sans les toucher, remarquant des traces de rouge à lèvres sur l'une d'elles et des résidus de liquide ambré au fond des 2. Quelqu'un avait récemment utilisé ce pavillon comme lieu de rendez-vous secret. Miss Marple demanda à Simmons de garder le silence sur cette découverte le temps qu'elle contacte l'inspecteur Craddock. Une équipe médico-légale arriva 1 heure plus tard pour examiner les lieux et collecter les preuves. Les analyses préliminaires confirmèrent la présence de digitaline non seulement dans la bouteille de whisky, mais aussi, de manière surprenante, dans une des tasses à thé, celle sans trace de rouge à lèvres. Cette découverte suggérait que le poison avait été administré de 2 manières différentes, d'abord dilué dans du thé, puis concentré dans le whisky. Le meurtrier avait apparemment voulu s'assurer que la dose serait létale, multipliant les occasions d'empoisonnement. Les empreintes digitales relevées sur les tasses et la bouteille furent envoyées pour analyse et comparaison avec celles des suspects déjà identifiés. Pendant que les techniciens travaillaient, Miss Marple explorait le reste du pavillon avec minutie. Dans un tiroir d'un petit secrétaire, elle découvrit une correspondance récente entre Diana Winters et quelqu'un signant simplement « Votre allié dévoué ». Les lettres révélaient un complot soigneusement planifié pour éliminer Jonathan Whitmore et s'emparer de documents compromettants qu'il possédait concernant l'origine frauduleuse de certaines acquisitions d'œuvres d'art. Diana n'agissait donc pas seule dans cette affaire. Elle avait un complice, quelqu'un suffisamment familier avec Thornfield Manor pour connaître l'existence du pavillon isolé et l'utiliser comme lieu de rencontre discret. Les lettres ne révélaient pas explicitement l'identité du complice, mais elles contenaient des allusions à « notre héritage commun » et la justice enfin rendue à notre famille. Miss Marple comprit alors que le complice était forcément l'un des héritiers Ashford. L'inspecteur Craddock organisa une confrontation dramatique dans le salon de Thornfield Manor, convoquant simultanément Richard, Eleanor et Timothy, ainsi que Diana Winters qui avait été localisée et arrêtée à Londres le matin même. La tension dans la pièce était palpable, chacun des protagonistes évitant soigneusement le regard des autres. Miss Marple observait cette scène avec l'attention d'une conteuse expérimentée, sachant que la vérité allait enfin émerger de ce nœud de mensonges et de trahison. L'inspecteur présenta les preuves une par une. Le poison, les tasses, les lettres,
Les témoignages contradictoires. Diana Winters resta silencieuse, son visage impassible trahissant une détermination froide à ne rien révéler. Mais parmi les héritiers Ashford, quelqu'un commençait à montrer des signes de faiblesse psychologique, et Miss Marple savait exactement qui allait craquer en premier. Timothy Ashford fut le premier à rompre le silence pesant, ses mains tremblantes et son visage blême, révélant l'ampleur de son tourment intérieur. Il se leva brusquement, pointant un doigt accusateur vers Diana Winters, et s'écria qu'elle l'avait manipulé depuis le début, utilisant leur relation amoureuse pour obtenir des informations sur Thornfield Manor et la famille Ashford. Diana le regarda avec un mépris glacial, mais ne dit toujours rien, sa stratégie de silence absolu maintenue malgré les accusations. Timothy se tourna alors vers l'inspecteur Craddock, suppliant qu'on le croie lorsqu'il affirmait n'avoir jamais voulu la mort de Whitmore. Il admit avoir révélé naïvement à Diana l'existence du codicille et l'intérêt de son cousin pour le faire disparaître, mais jura n'avoir jamais imaginé qu'elle utiliserait ces informations pour commettre un meurtre. Miss Marple écoutait cette défense désespérée, avec une expression de compassion teintée de scepticisme. Cependant, ce fut Eleanor qui surprit tout le monde en prenant la parole d'une voix tremblante mais claire. Elle déclara que Timothy mentait, ou du moins, ne disait qu'une partie de la vérité. Elle révéla avoir découvert, en fouillant dans les affaires de son frère Richard plusieurs jours auparavant, une correspondance secrète entre lui et Diana Winters datant de plusieurs mois. Richard et Diana se connaissaient bien avant l'arrivée de Timothy dans cette histoire, et ils avaient élaboré ensemble un plan complexe pour éliminer Jonathan Whitmore et s'emparer du codicille. Le plan prévoyait que Diana séduirait Timothy pour obtenir des informations et créer un bouc émissaire potentiel, pendant que Richard utiliserait ses contacts pour orchestrer l'empoisonnement. Eleanor avait gardé le silence jusqu'à présent pour protéger son frère, espérant désespérément qu'il n'était pas vraiment coupable, mais sa conscience ne lui permettait plus de dissimuler la vérité. Le visage de Richard devint cramoisi, puis livide, tandis qu'il fixait sa sœur avec un mélange de rage et de trahison. Richard tenta une dernière défense, affirmant qu'Eleanor inventait cette histoire pour détourner les soupçons d'elle-même. Il rappela qu'elle était présente à Thornfield Manor la nuit du meurtre et qu'elle avait menti à la police pendant des jours. Mais l'inspecteur Craddock avait déjà fait vérifier les dires d'Eleanor concernant la correspondance, et des agents avaient effectivement trouvé les lettres compromettantes dans la chambre d'hôtel de Richard. De plus, les analyses d'empreintes digitales avaient révélé que les empreintes de Richard se trouvaient sur la bouteille de whisky empoisonnée, ainsi que sur la tasse sans rouge à lèvres dans le pavillon de jardin. Face à ces preuves matérielles accablantes, Richard s'effondra dans son fauteuil, toute sa superbe arrogante disparut, remplacée par la résignation d'un homme pris au piège de ses propres machinations. Sa respiration devint saccadée et des larmes de rage et de désespoir commencèrent à couler sur ses joues. Miss Marple prit alors la parole pour la première fois depuis le début de cette confrontation. D'une voix douce mais ferme, elle reconstitua l'ensemble du crime avec la précision d'une horlogère démontant un mécanisme complexe. Richard et Diana s'étaient rencontrés lors d'une vente aux enchères à Londres, où Richard tentait de vendre discrètement des objets d'art familiaux pour éponger ses dettes. Diana, experte en antiquité et divorcée amèrement de Jonathan Whitmore, avait reconnu certaines pièces que son ex-mari convoitait depuis longtemps. Ils avaient redécouvert leur intérêt commun à éliminer Whitmore. Pour Richard, cela signifiait se débarrasser d'un acheteur potentiel qui posait trop de questions gênantes sur la provenance des objets et l'existence du codicille. Pour Diana, c'était l'occasion de se venger d'un homme qui l'avait humilié et ruiné pendant leur divorce. Ensemble, ils avaient élaboré un plan en plusieurs étapes, utilisant Timothy comme couverture parfaite. Le plan était diaboliquement simple dans son exécution, expliqua Miss Marple. Diana avait séduit Timothy pour obtenir des informations détaillées sur Thornfield Manor et les mouvements de la famille. Richard, de son côté, avait rencontré Whitmore à Londres pour évaluer ses intentions et lui suggérer l'existence du codicille, sachant que cela piquerait la curiosité professionnelle de l'antiquaire. Ils avaient ensuite organisé un faux rendez-vous au pavillon de jardin, Diana invitant Whitmore sous prétexte de vouloir lui remettre des documents compromettants sur leur divorce en échange d'une compensation financière. Whitmore, toujours avide d'informations pouvant lui donner un avantage dans ses négociations, avait accepté. Au pavillon, Richard les avait rejoints, se présentant comme un témoin neutre de la transaction. C'est là qu'ils avaient servi le thé empoisonné à Whitmore, puis lui avaient offert du whisky pour masquer l'amertume du poison. Le malheureux antiquaire, ne se méfiant pas suffisamment, avait bu sans soupçonner le piège mortel. Après l'empoisonnement au pavillon,
Richard et Diana avaient escorté Whitmore vers le manoir principal, lui disant qu'ils allaient chercher des documents importants dans la bibliothèque. Whitmore, déjà affaibli par le poison mais pas encore conscient de son état critique, les avait suivis. C'est dans le salon qu'il s'était finalement effondré, victime d'un arrêt cardiaque induit par la dose massive de digitaline. Richard et Diana avaient alors quitté les lieux séparément. Diana par le chemin principal avant que la neige ne commence à tomber abondamment, Richard restant un peu plus longtemps pour s'assurer que Whitmore était bien mort avant de partir lui aussi. Il n'avait pas anticipé qu'Eleanor serait cachée dans le manoir, témoin involontaire d'une partie de leurs actions. Cette reconstruction méthodique laissa toute l'assemblée sous le choc, la complexité et la froideur du crime, dépassant ce que chacun avait imaginé. Richard Ashford, confronté à l'implacable logique de Miss Marple et aux preuves accumulées par l'inspecteur Craddock, finit par avouer l'intégralité de son implication dans le meurtre de Jonathan Whitmore. Sa confession fut longue et douloureuse, révélant les années d'échecs financiers, de désespoir croissant et de compromission morale qui l'avaient conduit à envisager le meurtre comme seule solution à ses problèmes. Il expliqua comment Diana et lui avaient minutieusement planifié chaque étape, convaincus qu'ils commettraient le crime parfait en créant une situation où aucune trace physique ne pointerait vers eux. Ils avaient sous-estimé la perspicacité de Miss Marple et la capacité de la science médico-légale à détecter même les poisons les plus subtils. Diana Winters, face à la confession complète de son complice, n'eut d'autre choix que d'admettre sa propre participation, bien qu'elle le fît avec une froideur qui glaça tous les témoins présents. Eleanor Ashford Bennett fut lavée de tout soupçon de complicité dans le meurtre, bien qu'elle dût répondre de son obstruction à la justice pour avoir dissimulé sa présence au manoir la nuit du crime. L'inspecteur Craddock, reconnaissant les circonstances difficiles et son témoignage final crucial, recommanda la clémence. Eleanor quitta Thornfield Manor ce jour-là, le cœur brisé par la trahison de son frère, mais soulagée d'un poids énorme. Elle confia à Miss Marple qu'elle renonçait à tout héritage de Thornfield et consacrerait le reste de sa vie à reconstruire son existence sur des bases plus saines et honnêtes. Miss Marple lui serra la main avec compassion, lui rappelant que le courage de dire la vérité, même tardif, démontrait une force de caractère qui lui servirait bien dans les années à venir. Timothy Ashford, bien qu'il n'eût pas participé directement au meurtre, dut affronter les conséquences de sa naïveté et de sa complicité involontaire. Le codicille, officiellement validé par les autorités légales, le déshéritait effectivement de Thornfield Manor, confirmant ses pires craintes. Cependant, cette révélation publique de son statut d'enfant adopté eut un effet libérateur inattendu sur le jeune homme. Libéré du fardeau de prétendre être quelqu'un qu'il n'était pas, et des attentes écrasantes d'une famille dysfonctionnelle, Timothy décida de recommencer sa vie sous son vrai nom. Il partit pour Paris, où il espérait développer sa carrière artistique authentiquement, sans le poids d'un héritage familial empoisonné. Avant de partir, il remercia sincèrement Miss Marple d'avoir dévoilé la vérité, reconnaissant que vivre dans le mensonge aurait finalement détruit son âme, plus sûrement que n'importe quelle déshérence. Le codicille de Harold Ashford, enfin officiellement reconnu, léguait Thornfield Manor conjointement à Eleanor et à une fondation caritative locale, à condition que la propriété soit préservée et transformée en musée ou en centre culturel au service de la communauté de St. Mary Mead. Eleanor, fidèle à sa décision de renoncer à l'héritage, céda sa part à la fondation, permettant ainsi au manoir de trouver une nouvelle vocation qui honorait la mémoire de ses ancêtres, tout en servant un but positif. L'inspecteur Craddock annonça cette résolution lors d'une réunion publique au village, provoquant des applaudissements soulagés de la part des habitants qui avaient suivi l'affaire avec un mélange de fascination et d'horreur. Miss Marple, assise discrètement au fond de la salle, sourit doucement, satisfaite que justice ait été rendue et qu'un bien durable émerge de cette tragédie. Richard Ashford et Diana Winters furent jugés pour meurtre avec préméditation et condamnés à de longues peines de prison. Leur procès fit sensation dans toute l'Angleterre, les journaux relatant en détail le complot complexe qui avait failli réussir. Les experts criminologues louèrent le travail d'investigation minutieux qui avait permis de démêler cette affaire particulièrement tortueuse. Miss Marple fut discrètement félicitée par plusieurs hauts fonctionnaires de Scotland Yard, bien qu'elle rejetât toujours modestement ses louanges, insistant sur le fait qu'elle n'avait fait qu'observer attentivement et appliquer une logique simple à des situations humaines complexes. Elle rappela que la plupart des crimes, aussi sophistiqués soient-ils dans leur exécution,
repose sur des motivations humaines fondamentales, l'avidité, la peur, la vengeance et le désespoir. Comprendre ces motivations, disait-elle, était la clé pour déchiffrer même les mystères les plus opaques. Plusieurs mois après la résolution de l'affaire, Miss Marple se promenait dans les jardins désormais restaurés de Thornfield Manor, transformés en un magnifique centre culturel pour St. Mary Mead. Le printemps avait remplacé l'hiver rigoureux, et les parterres fleurissaient à nouveau sous les soins d'une équipe de jardiniers dévoués dirigée par le vieux Simmons. Le pavillon de jardin avait été restauré et servait maintenant de salon de thé charmant où les visiteurs pouvaient se reposer après avoir exploré le manoir. Miss Marple s'assit sur un banc près d'un massif de roses, son tricot sur les genoux, observant les familles se promener joyeusement dans les allées. Elle réfléchissait aux événements dramatiques qui s'étaient déroulés là quelques mois auparavant, à la fragilité de la nature humaine face aux pressions de la vie moderne et à l'importance de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. La neige avait fondu depuis longtemps, mais les leçons de ce mystère sous la neige resteraient gravées dans sa mémoire et dans celle de St. Mary Mead pour les années à venir, rappel solennel que même dans les villages les plus paisibles, les passions humaines peuvent mener aux plus sombres tragédies. Un an s'était écoulé depuis la résolution du mystère de Thornfield Manor, et l'automne habillait à nouveau St. Mary Mead de ses couleurs flamboyantes. Miss Marple recevait ce matin-là une lettre inattendue, postée depuis un petit village de Provence. L'enveloppe contenait une aquarelle délicate représentant un champ de lavande sous un ciel azuré, accompagnée d'une lettre d'Eleanor Ashford Bennett. Eleanor écrivait qu'elle avait trouvé la paix dans le sud de la France, où elle dirigeait maintenant une petite librairie spécialisée dans les livres anciens. Elle remerciait Miss Marple pour sa compassion durant les moments les plus sombres de sa vie et lui annonçait qu'elle avait rencontré quelqu'un de bien, un professeur de littérature à la retraite, qui l'aidait à reconstruire sa confiance en l'humanité. La lettre se terminait par une invitation chaleureuse à lui rendre visite, si elle se trouvait un jour dans la région. Miss Marple posa délicatement la lettre sur sa table de salon, un sourire attendri aux lèvres. Elle prit ensuite une autre enveloppe qu'elle avait reçue la semaine précédente, celle-ci venant de Paris. Timothy Ashford y racontait avec enthousiasme que sa première exposition personnelle avait rencontré un succès critique inattendu. Ses peintures, inspirées par les tourments de son passé mais tournées vers l'espoir, avait touché le public parisien. Il avait définitivement abandonné le nom Ashford pour celui de Winters, le nom de jeune fille de sa mère biologique, qu'il avait finalement réussi à retrouver, et avec laquelle il entretenait maintenant une correspondance régulière. Il concluait sa lettre en disant que parfois, perdre ce que l'on croyait être notre identité était nécessaire pour découvrir qui l'on était vraiment. Miss Marple approuva silencieusement cette sagesse durement acquise. L'inspecteur Craddock passa prendre le thé cet après-midi-là, comme il le faisait désormais régulièrement lors de ses visites à St. Mary Mead. Il informa Miss Marple que Richard Ashford montrait des signes de repentir sincère en prison, où il donnait des cours de comptabilité aux autres détenus et participait activement au programme de réhabilitation. Diana Winters, en revanche, demeurait amère et refusait toute forme de rédemption, maintenant qu'elle était la victime d'une société injuste. L'inspecteur soupira en partageant ces nouvelles, remarquant combien certaines personnes pouvaient changer face à leurs actes, tandis que d'autres restaient enfermées dans leurs propres récits. Miss Marple hocha la tête pensivement, observant que la véritable justice ne résidait pas seulement dans la punition, mais dans la possibilité de transformation que chaque individu choisissait ou refusait d'embrasser. Thornfield Manor prospérait sous sa nouvelle vocation. Le centre culturel accueillait des expositions d'art locales, des conférences sur l'histoire régionale, et même des cours de jardinage animés par le fidèle Simmons. La bibliothèque du manoir, magnifiquement restaurée, était devenue un lieu de recherche prisé par les historiens et les passionnés d'architecture victorienne. Le fantôme de Lady Catherine semblait enfin apaisé, remplacé par le rire des enfants qui couraient dans les jardins et l'émerveillement des visiteurs découvrant les trésors cachés de la propriété. Amelia Thornton, l'ancienne gouvernante, avait été engagée comme guide honorifique, partageant avec passion ses souvenirs de l'âge d'or du manoir. Miss Marple visitait régulièrement, trouvant une satisfaction profonde à voir comment la tragédie avait finalement donné naissance à quelque chose de beau et d'utile pour la communauté. Par une froide soirée de novembre, alors que les premières neiges de l'hiver commençaient à tomber doucement sur St. Mary Mead, Miss Marple s'installa dans son fauteuil préféré près du feu. Son tricot avançait régulièrement tandis qu'elle réfléchissait aux événements extraordinaires de l'année passée. Elle pensait aux vies brisées et reconstruites,
aux secrets révélés et aux mensonges démasqués, à la justice rendue et à la rédemption recherchée. Le mystère de la maison sous la neige était résolu, mais les leçons qu'il enseignait sur la nature humaine resteraient pertinentes tant que les gens lutteraient avec leurs démons intérieurs et leurs aspirations contradictoires. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'un manteau blanc et pur, offrant comme toujours l'illusion d'un nouveau départ. Miss Marple ferma les yeux un instant, écoutant le crépitement du feu et le tic-tac régulier de l'horloge grand-père dans le hall. Elle savait que d'autres mystères émergeraient inévitablement, car la nature humaine était inépuisablement complexe et surprenante. Mais pour ce soir, elle se contentait de cette paix tranquille, de la chaleur de son foyer et de la satisfaction du devoir accompli. La neige tombait toujours, recouvrant Thornfield Manor sur sa colline, transformant une fois de plus le paysage familier en quelque chose d'étranger et de mystérieux. Mais cette fois, Miss Marple savait que sous ce manteau blanc, la vérité avait triomphé, et que c'était tout ce qui comptait vraiment. Elle ouvrit les yeux, sourit doucement, et reprit son tricot avec la sérénité d'une femme qui avait vu le pire et le meilleur de l'humanité, et qui conservait malgré tout une foi inébranlable en la possibilité de la justice et de la rédemption.